Hello lovers of Pam Channel TV, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous vous demandez pourquoi je suis en train de parler en français aujourd'hui. Eh bien, nous avons une surprise pour vous. Après tant de demandes, on a exaucé vos vœux. Pour nos fans qui se trouvent en dehors du Burundi, pour nos fans qui parlent français, qui n'entendent pas le Kirundi, aujourd'hui, on a décidé de faire une émission en français rien que pour vous, mais aussi pour tout autre fan qui avait explicitement demandé d'avoir une émission en français. On est là pour vous aujourd'hui. Donc, la question est celle-ci. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Restez avec moi et je reviens tout de suite pour vous faire une brève introduction. Eh bien, aujourd'hui, comme invitée du jour, j'ai une jeune femme, docteur en sociologie. Nous allons découvrir son parcours très exceptionnel. Mais elle a aussi des conseils à vous donner, vous les jeunes filles. Vous vous demandez comment est-ce qu'une jeune femme peut devenir docteur en sociologie. D'abord, c'est quoi la sociologie? Moi, je me suis posé beaucoup trop de questions quand je l'ai rencontrée. À vous alors de venir avec moi et de lui poser les mêmes questions que je me suis posées, mais en toute tranquillité et avec bonheur. Comme vous le voyez, l'invitée tant attendue est avec moi. Elle est déjà installée. Nous allons la laisser se présenter avant d'entamer toutes les questions qu'on a dans la tête. Alors, je m'appelle Christella Kwizera. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Et donc, je vais me présenter en quelques mots parce que la discussion, vous en saurez un petit peu plus. Alors, je m'appelle Christella Kwizera. Oui. Je suis sociologue de formation et je suis enseignante à l'Université du Burundi depuis quelques mois. Donc ça, c'est la partie professionnelle. Après, je suis féministe du point de vue de l'Afrique, panafricaine aussi. Et je suis très attachée aussi à des valeurs culturelles du Burundi, pour ne pas dire que je suis aussi patriote, on va dire. Voilà. D'accord. Comme je disais, j'aurai plein de questions sur d'abord votre présentation, sur tout. Permettez-moi de vous tutoyer d'abord. Parfait. D'accord. C'est plus agréable. Si tu pouvais te décrire en 3 adjectifs, lesquels seraient-ils? Je dirais que je suis joyeuse, sensible. Ok. Je suis beaucoup sensible et gourmande. Ah, ok. Je pense que tout le monde adore la nourriture. En tout cas. Peut-être pas à mon niveau. Ah, ok. Là, on va en revenir. Comme vous nous l'avez dit, vous êtes sociologue et comme je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes docteur en sociologie. Pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas ce que c'est être docteur en sociologie, parce que je ne vais pas mentir, moi, ça m'a beaucoup trop surpris de connaître une femme d'abord, une sociologue et docteur en plus. Donc, j'ai compté les années d'études et je me suis dit Alors, donc la sociologie, c'est juste l'étude de la société. Par exemple, au Burundi, on est souvent habitué à la psychologie, donc l'accompagnement des individus. Moi, je travaille sur les aspects de la société qui produisent des troubles chez l'individu, où la psychologie va agir. Et puis, je suis jeune docteur. Hein. J'ai soutenu ma thèse l'année dernière en France, à Rennes. Et donc, j'ai travaillé sur, par exemple, les questions de beauté. Qu'est-ce qui a poussé la plupart des femmes noires en Afrique et en diaspora à arrêter le défrisage. Donc au Burundi, on appelle ça le mouvement NAPI. Et ailleurs, sur d'autres terrains sur lesquels j'ai travaillé, c'est le Natural Hair Movement. Donc en tant que sociologue, je ne travaille pas sur le fait d'aller dans des salons de coiffure ou de faire des produits cosmétiques, mais j'analyse comment ces deux aspects produisent de l'argent et impactent l'environnement, notre nature, impactent la santé des personnes. Donc la sociologie, de manière générale, nous essayons de comprendre ce qui se passe dans la société. Ok, donc hormis le fait que nous avons des psychologues qui étudient
comment nous, les gens, on fonctionne, l'humain fonctionne. Il y a vous, les sociologues, qui étudient comment nous, la société, on fonctionne. Donc, c'est l'humain en règle générale. Donc, c'est l'humain en généralité, on dirait. Comment les humains cohabitent dans cette société. Par exemple, qu'est-ce qui va rendre malade un être humain? Si demain je vais en thérapie, on va vouloir savoir mon enfance, mon travail, mes relations sociales, comment, en tant que patient traité par un psychologue, qu'est-ce qui m'a rendu malade? Et là, c'est là où moi je viens, j'apporte des éléments en disant telle personne a grandi de cette façon, elle travaille dans cet univers-là, et ça crée des choses. Ok, est-ce que ça m'intrigue? Est-ce que c'est une carrière? Parce que pour moi, c'est intriguant de connaître quelqu'un qui a fait la sociologie. Serait-il une carrière dans laquelle les Burundais s'investissent? Vous avez dit que vous êtes professeur d'université à l'Université du Burundi. Donc, est-ce que les étudiants auxquels vous donnez les cours, y en a-t-il nombreux qui... En fait, ce n'est pas juste un cas au Burundi seulement. La sociologie fait partie des sciences humaines. Et partout dans le monde, les sciences humaines sont moins connues ou moins valorisées que les sciences dures. À part les avocats, les juristes qui arrivent à créer des entreprises en dehors de leur formation, les historiens, c'est pas ça, les psychologues non plus, les anthropologues, les ethnologues. Donc c'est plutôt une carrière dans l'enseignement ou la recherche. Donc, à mon niveau, ici au Burundi, je travaille donc je donne des cours en socio-anthropologie. La faculté, elle est nouvelle. Le département est nouveau, mais les cours de sociologie ont été souvent arrimés à l'histoire, à d'autres sciences humaines. Donc là, on essaie d'être un petit peu plus libre. Et à mon niveau, je crée ma carrière. C'est-à-dire que, certes, je vais donner des cours, mais j'ai envie de faire de la recherche. C'est-à-dire, je fais le terrain, j'écris des articles dans des revues scientifiques. Mais à côté de ça, et c'est mon sujet qui veut ça. Quand vous avez des sociologues politiques, par exemple, ils vont travailler sur l'actualité en ce moment, c'est quoi? C'est l'Israël et Gaza. Là, les sociologues en politique vont s'exprimer. Mais ce seront des consultances auprès des médias, par exemple, comme vous ou autres. Mais à mon niveau, comme je suis dans la cosmétique, comme j'ai choisi un sujet qui m'est contemporain, je travaille sur des choses que je vis en même temps, il y a moyen d'avoir une carrière. Mais si, par exemple, j'avais travaillé sur... ce qui s'est passé dans les années 60, là, on va dire que c'est un peu compliqué. Mais je ne pense pas que c'est le cas que de la sociologie. Pour moi, quand un étudiant va faire ses études, chercher un diplôme, ce n'est pas le diplôme qui est important. Et si vous voulez, ce n'est même pas que la formation qui est importante, c'est la personnalité de la personne. Qu'est-ce que vous en faites de vos diplômes? Voilà. Ok. Je pense que oui, ça ramène beaucoup de questions. Mais moi, je veux qu'on retourne dans l'enfance. À la jeune Marisa de 18 ans, qui vient de finir le bac, ses études secondaires, et qui va se projeter dans ses études universitaires. Est-ce que tu te projetais dans la sociologie? Est-ce que tu t'orientais dans autre chose? Personnellement, je n'aurais pas pensé, mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui est venu d'un coup ou c'est venu vers 16-17 ans, on avait des cours de sociologie au lycée. Après, c'est aussi venu grâce à une passion. J'ai toujours été passionnée donc, de culture nord-américaine. À cet âge-là, je commence par le hip-hop, évidemment, le R&B, la danse hip-hop. Mais je découvre qu'aux États-Unis, dans les départements de sciences humaines et sociales, il y a ce qu'on appelle African and Black Studies. Et à ce moment-là, la sociologie, ce sont des personnes qui travaillent sur eux-mêmes. Donc la communauté noire, l'histoire de la ségrégation, de l'esclavage. Et ils ont eux-mêmes produit des théoriciens, des penseurs, des chercheurs qui ont essayé de comprendre l'expérience des Noirs américains dans la société américaine depuis l'esclavage jusqu'aux années 60. Et dans ma tête de 17 ans, 18 ans, je me dis, je vais suivre ces cours-là pour essayer de comprendre ma culture, celle d'où je viens. Et à l'époque, mes enseignants ne veulent pas, parce que j'avais pas les bonnes notes forcément. Et je veux fuir les maths. D'accord. Toutes les choses scientifiques, physique, chimie, biologie, maths, je ne pouvais pas. Et la sociologie me paraît être un échappatoire qui va matcher avec mes passions.
Et je lis les premiers ouvrages. Il faut dire aussi que j'ai un père qui a fait sciences humaines et sociales. Il est historien de formation, historien-géographe. Et j'ai une mère juriste. Donc on est dans les sciences humaines et sociales, sauf que eux, ils peuvent déjà matérialiser la carrière que je pourrais avoir. Mais pas en sociologie. D'accord. Et mon père, qui a suivi des cours de sociologie, a été mon premier fan, vraiment. Il m'a dit, bon, si ça te plaît, essaye, on verra. Et ma mère, c'était, mais ça, c'est des études de blanc. Et, oui. Et du coup, tant bien que mal, je commence. Mais c'est vraiment aussi la littérature noire américaine qui va m'aider. Parce que vers ces âges-là, j'ai suivi des cours intensifs d'anglais. Parce qu'en France, on ne parlait pas de noirs, on parlait pas de... Nous étions tous les mêmes, quoi. Et moi, les sujets qui m'interpellaient, donc de domination, de violence, de genre, le genre, quand la femme est africaine ou noire, ça commençait déjà à m'interpeller, mais j'y mettais pas les mots qu'il fallait parce que j'avais pas la maturité. Okay. Voilà. Je pense que ta réponse a été un peu plus profonde, mais revenons au fait que tu as quitté le Burundi en étant petite, je dirais, en 98. Tu as grandi dans un pays qui n'est pas le Burundi, avec une culture différente. Tu as fait tes études secondaires, tu as fait tes études universitaires et tu es revenu après tant d'années. Parce que l'enfant qui est né en 98, en 2022, quand tu es revenu, c'est vraiment une jeune femme, je dirais. Et tu es revenu dans un pays, je dirais nouveau, parce que le Burundi de 98 que tu as laissé est un Burundi très développé de 2022 qui est totalement différent. Est-ce qu'en arrivant, ça n'avait pas trop changé? Est-ce que ça n'a pas été trop dur de te réadapter à une vie qui n'est pas européenne, à une vie dont tu étais très habituée? Parce que ici, nous les Burundaises, on a tendance à être un petit peu de retrait. On ne doit pas dire tout ce qu'on ressent, on ne doit pas dire tout ce qu'on voit. Est-ce que ça n'a pas été très dur? Alors, je suis rentrée en mars, donc je suis encore en train de m'habituer. Donc 2023. Okay. 4 mars 2023. Mais je crois que consciemment, inconsciemment, j'avais préparé mon retour. Okay. Inconsciemment, pourquoi? Tous les stages, les mémoires, le travail de terrain que j'étais amenée à faire pour mes études, je l'ai toujours fait au Burundi. C'est vrai que j'ai fait 15 ans sans revenir. La première fois que je viens, c'est en 2009. Là, il y a un choc. Il y a un choc culturel, mais heureusement que je parle encore le Kirundi. C'est-à-dire que je peux comprendre quand je me balade au marché, en ville, je peux interagir. Le choc, il vient du fait que pour beaucoup d'inconnus, je ne suis pas burundaise. J'entends les gens parler de moi quand je marche. Et ça, c'est fascinant. Comme je disais, je faisais des études en sociologie. C'est très bien d'être à un endroit où on vous attend pas et vous avez toutes les informations. Et l'autre petit coup de pouce que j'avais mis en place, c'est que chaque fois que je revenais, donc je suis revenue 2009, 2010, mon séjour de 2010, il a duré 9 mois parce que je faisais mon stage à la NSS. Et je m'arrangeais toujours à la campagne. Parce qu'il fallait aussi que je me réhabitue à ces socialisations, la paysannerie, le Kirundi tel que moi je l'imaginais. Parce que Bujumbura, c'est vrai que c'est pas l'Europe, mais c'est aussi moderne. Y a des restaurants, il y a des cultures étrangères quand même. Donc j'essayais vraiment de rester connectée. Et maintenant, aujourd'hui, le choc, il est dans le fait que, dans mon domaine donc, de travail, de ne pas avoir beaucoup de femmes. Okay. C'est-à-dire que quand j'assiste à des colloques à l'étranger ou quand je faisais mes études quand j'étais doctorante, je voyais 5 Camerounaises, 3 Sénégalaises, 2 Ivoiriennes, 4 Nigérianes et j'étais toujours la seule burundaise. Et je me disais, est-ce que c'est parce que c'est une formation en sciences humaines et sociales, en sociologie, ou c'est peut-être parce que les femmes burundaises ne poursuivent pas des carrières poussées? Donc ça, c'est vraiment la question qui reste encore en suspens. Mais je dirais que le dépaysement est à ce niveau-là, le premier. Et le deuxième, c'est de voir dans ma propre famille. C'est ça aussi la vie à distance. Les gens ne vous attendent pas. J'ai des neveux, j'ai des nièces que je connais pas. Des gens se sont mariés, d'autres, voilà. Et comme au Burundi,
Nos parents, on les appelle avec le nom du premier enfant, Papa Christella, Maman Christella. Tout le monde demande à mes parents, mais c'est qui cette Christella? Donc quand j'arrive, dont on ne connaît on pas. ne connaît pas, on ne voit pas. Ou alors des gens qui se souviennent de moi quand j'étais à l'école primaire. Mais de manière globale, l'accueil est positif. Ça m'aide à naviguer. Et les gens sont attachants, ils sont curieux. Et moi aussi, je dois aussi me dire, maintenant tu es rentré chez toi, tu es au Burundi, tu n'es pas à l'étranger. Il faut aussi engager des relations en tenant compte du contexte. C'est-à-dire qu'en une journée, je peux être la Christella avec ses étudiants, la Christella avec, je ne sais pas, une grand-mère de je ne sais pas quelle campagne, la Christella avec mes parents. Le plus gros dépaysement, c'est de rentrer et d'habiter chez mes parents. Alors que ça fait presque une vingtaine d'années, j'habite toute seule. Ouais. Et ça c'est un dépaysement. Mais pas négativement forcément, non. Mais c'est te réhabituer au fait à vivre avec tes parents. C'est la chaleur de la famille qui est agréable. Parce que, après, je suis d'accord, ça dépend des familles. Par exemple, ma mère, je pense que des fois, elle oublie que j'ai 39 ans et pas 9 ans. Voilà. Elle oublie. Oui, en revenant sur ça. Tu reviens dans un pays, tu as un doctorat, ce qui est une fierté dans toute la famille. Mais dans la culture burundaise que nous connaissons, comme diraient toujours nos tantes, avoir un doctorat sans mari ni enfant, ça n'a rien à voir. Vient ma question. Parce que je sais très bien que ces tantes-là qui n'osent pas demander, est-ce que, oh, Christella, est-ce qu'au moins elle n'a pas laissé un blanc là-bas qui... Le blanc. Oui, parce que je sais très bien que les tantes burundaises ont toujours ce blanc-là qu'on a laissé en Europe quelque part. Est-ce que cette question-là n'est pas venue? Elle revenait souvent il y a 10 ans, parce qu'en 2012, j'étais rentrée aussi, parce que j'avais ce projet de thèse justement, mais je voulais le faire en co-tutelle avec l'Université du Burundi, et malheureusement, il n'y avait pas de département à l'époque. D'où mon retour en France. Mais à l'époque, cette question revenait souvent, et de façon brutale. Et c'était la première fois que je réapprenais à parler à nos anciens dans la famille. Et spontanément, sans réfléchir, je leur avais dit, vous savez, les blancs, ce n'est pas des mangues que je vais cueillir sur un manguier, non. Et je crois qu'il y avait aussi l'âge. Disons, donc j'avais 28, 29 ans. Les gens étaient beaucoup plus intrusifs dans ma vie. Ah, la chai moto nakana, c'est une petite, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, à ma grande surprise, le doctorat, c'est comme s'il me protège. Il y a des choses que les gens n'osent pas vous dire quand vous arrivez quelque part et qui savent c'est quoi votre titre, heureusement ou malheureusement. Mais quand dans l'intimité la question m'est posée, je leur dis simplement, vous savez, dans la vie, tous autant que nous sommes sur cette terre, nous ne recevons pas tout en même temps. Une cousine, une amie va être bénie en entrant dans la vie maritale. Et c'est très bien et j'en suis ravie. Moi, je suis en train d'être bénie autrement. Qu'est-ce qui vous dit qu'à travers mon chemin de docteur, d'enseignante, c'est pas là-bas où est ma vérité du mariage? La carrière professionnelle, si on s'en donne les moyens, on peut l'avoir. Voilà, si on a de la chance aussi, je suis d'accord. Mais choisir quelqu'un, vivre avec quelqu'un, s'engager dans le mariage, c'est pas toujours de l'ordre de mon choix de l'individu. Il y a la vie, il y a les rencontres, et puis il y a le bon timing. Je pense vraiment que Dieu donne à sa manière, et on n'est pas dans son secret, il donne comme il veut, et à nous les humains de nous adapter. En tout cas, c'est ce que je dis à mes tantes, et puis j'ai de la chance, elles n'insistent pas beaucoup, et puis si jamais elles voulaient vraiment insister, là, je vais leur parler d'une certaine façon. Elle pourra en comprendre, je crois, en tout cas. En toute courtoisie. Oui, je pense qu'on a toutes été élevées dans un processus où on doit, de toutes les façons, être poli envers nos tantes, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise. Moi, ma question, elle vient revenant au fait que tu t'es rendu compte que dans le domaine dans lequel tu es, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais je ne pense pas que ce soit dans le domaine dans lequel seulement tu es. Je pense que ça, étant à l'Université du Burundi, tu vois bien dans quel domaine il y a beaucoup plus de femmes ou dans quel domaine il n'y a pas. À la jeune fille qui
aimerait faire des études dont on ne voit pas. Dans le temps, on disait, il n'y a pas une femme qui peut devenir ingénieure, il n'y a pas une femme qui peut être dans tel domaine. C'est cette jeune fille-là que j'aimerais que tu donnes un message, à qui j'aimerais que tu donnes un message. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle vient te demander conseil? J'aimerais faire telles études, j'aimerais continuer, faire un master, faire un deuxième master, faire un doctorat, parce que là-bas, il y a le papa et la maman qui disent non, 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 pourquoi tu continues comme ça? Tu vois, si tu continues, les hommes auront peur de toi. Alors, honnêtement, je lui dirais de bien s'entourer. Okay. De s'entourer de voix positives qui vont la pousser à aller vers ce rêve-là. Parce que des fois, on peut avoir les notes, on peut avoir les opportunités, mais tant que derrière, on n'a pas ces personnes, ces anges gardiens, parce que moi, mes anges gardiens, c'est qui? Ce sont mes parents, d'abord. C'est mon frère, c'est ma sœur. Pour eux, Christella, tu as envie de faire ça, fais tout ce qui te passe par la tête, tant que ça te fait du bien. Et au lieu d'éduquer les enfants à se minimiser, il faut les pousser à attraper leurs rêves. Donc, je vais élargir, je ne vais pas juste conseiller la jeune fille, parce que cette jeune fille, demain, elle va se marier. Donc, et si elle se marie avec un homme à qui on a dit ce genre de discours, peut-être qu'il ne va pas comprendre que sa femme veuille aller loin, ou que ça soit un travers pour leur couple. Donc, je dirais aux gens, c'est tellement rare de savoir ce qu'on veut dans la vie très tôt, que si vous l'avez, accrochez-vous. Donnez-vous les moyens. Je ne suis pas juste en train de parler de carrière universitaire. Si vous voulez être boulanger, si vous voulez être mécano, si vous voulez être... même les hommes qui veulent être sage-femme, ces métiers-là de la mode où on ne voit pas qu'il y a du potentiel, il faut plutôt se dire qu'un métier, ça se crée à partir d'une passion et d'une formation. Donc, formez-vous au maximum et ne voyez pas le Burundi. Le Burundi, ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on est au Burundi, demain, vous pouvez être ailleurs. En plus, nous, à notre époque, on n'avait même pas cette histoire d'East African Community. Aujourd'hui, avec son petit passeport burundais, on peut basculer à Kampala, basculer, je ne sais pas, à Nairobi. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, comme j'ai travaillé sur le Kenya, j'ai eu à y aller en 2018, et j'étais étonnée de voir que tous les petits jeunes qui vendaient les cacahuètes, c'était des Burundais. Donc je dirais à la jeune fille, déjà, apprends à te connaître pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce dont tu es capable, parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Et quand enfin vous avez fait ça, je dis ça aussi aux jeunes hommes, commencez à chercher l'information. Internet, ce n'est pas Instagram seulement. Ce n'est pas les clips de nos chanteurs qu'on apprécie tous, dont vous connaissez les noms que je ne vais pas répéter évidemment. Mais Instagram, ce sont des entrepreneurs, ce sont des personnes qui essaient de créer des choses. Donc, inspirez-vous. YouTube. Voilà, c'est YouTube. Moi, personnellement, je ne suis pas très réseaux sociaux au sens Instagram ou Facebook ou Snapchat ou TikTok, mais je suis très YouTube. Et je n'aurais jamais pensé faire de la sociologie, par exemple, si je n'avais pas lu mes ouvrages que j'aimais beaucoup lire quand j'étais jeune, c'était Toni Morrison, Maya Angelou, mais dans mon domaine donc, de socio-anthropologie, la première femme qui m'inspire à faire la sociologie, c'est Zola Neale Hurston. C'est la première femme anthropologue noire. Je ne suis pas en train de dire que je n'avais pas d'autres modèles comme j'étais en France, mais j'étais à un moment où j'avais besoin de m'identifier au niveau des femmes qui avaient réalisé des choses. C'est vrai que j'ai ma mère qui est juriste, mais ça reste ma mère. On a besoin d'avoir d'autres exemples. D'autres exemples. Aujourd'hui, les petites filles qui grandissent, en tout cas au niveau de la diaspora ou de l'Afrique, on a Chimamanda, on a Michelle Obama. Une petite Burundaise, aujourd'hui, elle a beaucoup plus d'exemples que moi, j'aurais pu avoir. Après, les exemples ne doivent pas forcément venir que de notre culture ou des gens qui nous ressemblent physiquement. Donc c'est pour ça que je dis que si vous avez trouvé une passion, quelque chose que vous appréciez, allez vers la documentation. Personnellement, je ne suis jamais avare d'informations. Quand quelqu'un m'aborde, je le dis. C'est comme ça que j'encourage mes étudiants, par exemple. Je tiens à préciser, sur 40 étudiants, j'ai 4 femmes. Ok. Voilà d'où je commence. Donc, quand j'ai aussi des hommes qui ont des doutes, je leur dis, si
Dieu vous a permis de réussir ce chemin-là, c'est que vous êtes au bon endroit. Moi, c'est comme ça que je vis ma foi, par exemple. Si quelque chose, j'essaie plusieurs choses. Parce qu'au moment de commencer la thèse, il y avait la thèse, il y avait une entreprise que j'essayais de démarrer, et il y avait cette fameuse question du mariage. Je me suis dit, bon, il y a 3 chemins. Soit la vie va m'amener vers quelqu'un, je vais fonder mon foyer. Soit je vais développer ma marque. Soit la thèse, je vais essayer de trouver un chemin aussi. Les 2 aspects, c'était tellement dur. Et la thèse, c'était fluide. Donc c'est comme ça que vous voyez que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, c'est ma lecture de ma vie. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment de chercher l'information. Maintenant, on a Internet. Et quand vous avez trouvé l'information, de déterminer la personne qui est adaptée à vous accompagner vers la réalisation de ce rêve. Des fois, nos parents, même s'ils nous aiment, peuvent ne pas avoir les bons outils. Et il n'y a pas de mal, parce qu'ils vous ont donné le premier bagage. Et en 3e lieu, soyez bienveillants avec vous-même, parce que le monde va s'occuper à vous descendre, à vous critiquer. Donc, cultivez de la bienveillance pour vous-même. Ménagez-vous du temps pour apprendre tout en vous nourrissant, en fait. C'est ça, les 3 conseils que je donnerai à la Marisa de 18 ans. Lovers of Pam Channel TV, j'espère bien que notre émission, vous la trouvez très intéressante. En tout cas, moi, ma soif, elle n'est pas encore finie. Mais j'ai une dernière question, ou bien une avant-dernière question, qui c'est. Moi, ma question, on voit très bien que maintenant, tout le monde veut partir. Tout le monde veut partir. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de Burundais qui sont en train de rentrer. Mais ma question est, si on t'avait donné un choix de rester en France ou de revenir au Burundi, qu'aurais-tu choisi? Et pourquoi as-tu choisi de rentrer au Burundi? Alors, je pense que je serais quand même rentrée si on m'avait donné le choix, parce que donc j'ai fait 22 ans là-bas. Je crois que je connais la France ou l'Europe de manière générale. Là, j'avais envie de voir ce que la vie va m'offrir dans les prochaines 20 années, prochaines décennies, au Burundi, en Afrique, parce que je pense sincèrement que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Je ne vous apprends rien, vous regardez les chiffres, c'est vraiment ça. C'est vrai que l'Afrique, c'est pas le Burundi. Et même à ce niveau-là, l'Occident s'est développé, il y a des opportunités. Mais pour moi, en Occident et ici, il y a des bons et des moins bons côtés. Donc c'est comment moi je crée ma trajectoire. Après, il y a aussi le fait que, tout à l'heure je parlais de chaleur familiale. En fait, à un moment donné, vous avez envie de retourner chez vous. Il y a cette paix qu'on a chez soi. Et c'est facile de se battre avec les siens. Entendre le Kirundi, moi, tous les jours, ça relève d'une petite joie au quotidien. Mais, encore une fois, si vous êtes un jeune, une jeune personne, ça a du sens de vouloir aller ailleurs. Ça, pour moi, c'est vraiment bien d'aller voyager et de savoir. Et voyager, ça peut même être juste à côté, hein, un pays à côté. Donc, pour moi, j'ai choisi de rentrer pour cette première raison. La deuxième, c'est que les gens qui partent, on part. Et quand on revient, on pense que c'est l'Occident qui nous a formés. L'Occident, en fait, a pris la relève de ce que le pays a déjà commencé. Donc moi, il y avait aussi cette base-là où je me dis, je suis arrivée là-bas en ayant un bon niveau à l'école, c'est que quand même, au Burundi, mon pays a investi pour que je sois formée. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je pourrais faire pour contribuer aussi à former les plus jeunes? Okay. Et enfin, il y a aussi un côté égoïste en termes de carrière. En termes de carrière, être dans la rareté vous aide à progresser. Là, je suis en Occident, je suis dans un environnement où les femmes, elles ont déjà accompli des choses, elles sont connues. Il y a beaucoup de sociologues femmes, pour le coup. Alors qu'au Burundi, terrain vierge. Tu es la seule. Je ne sais pas si je suis la seule. Okay. S'il y a des femmes sociologues qui nous suivent, qui sont au Burundi. J'aimerais bien vous connaître, annoncez-vous, au Burundi ou ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de comparaison. Donc, je vais proposer des choses, ça va marcher ou pas, mais au moins, je suis libre, en fait. Il y a cette liberté aussi. Et puis,
la chaleur et les mangues. Voilà. Et les mangues. La nourriture. Non, les mangues, c'est quelque chose. Voilà. Donc, je pense que si on resterait ici, on aurait plein d'anecdotes que vous auriez à nous proposer. Mais j'aimerais bien que vous nous donniez... Bon, je reviens à vous tutoyer, mais parce que le message que j'aimerais que vous donniez soit un peu plus... je dirais comment, fluide ou plus accessible. Plus accessible à tout le monde. Madame Christella Kwizera, le dernier message que vous donneriez à la personne qui aimerait rentrer au Burundi, qui a vécu beaucoup tant d'années à l'étranger et qui demain se pose la question, je rentre ou je reste? Quel message donnerez-vous à cette personne? Le message que je donnerais, c'est de se préparer. On ne se lève pas demain chambouler la vie d'un continent à un autre. Préparez-vous, informez-vous. Déjà, j'aurais dû commencer par là au fait, pourquoi vous voulez rentrer? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes raisons. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises raisons. Maintenant, quand vous avez identifié pourquoi vous voulez rentrer, informez-vous sur les opportunités de travail. Dans votre carrière. Dans votre domaine de compétences. Et surtout, déconstruisez vos croyances. Ici, vous n'aurez pas de machine à laver. L'électricité va se couper quand vous n'avez pas enregistré votre travail sur votre ordinateur. Vous n'aurez pas de connexion. Pendant la réunion Zoom, ça va disparaître. Donc déjà, commencez à préparer à être en acceptation de ces petites choses du quotidien. Et puis, il y a quelque chose qui m'embête des fois, nous-mêmes avec la diaspora. Des fois, on ne dit pas la vérité. Quand on vient ici, des fois, inconsciemment, je me dis que c'est inconsciemment, on croit qu'on amène les solutions à tout. Comme si pendant ce temps, les Burundais qui vivent ici nous ont attendus pour amener le message. Non. De la même façon qu'on contribue en Occident au développement de ces pays-là, ici aussi on va contribuer avec les autres. Donc ne venez pas dans une idée, voilà, je connais tout, voilà. Non, venez en disant, j'ai ce projet-là, j'ai ces idées-là, quels sont les partenaires que je peux rencontrer. Et puis, même si vous ne parlez pas Kirundi, développez une autre manière d'être proche des gens. Ça, je le dis en me le rappelant moi-même, la dimension Imanza. Je n'ai pas encore tout intégré, mais j'apprends. Donc, être aussi dans la logique d'apprendre. Quand on a appris plein de choses, on est à même de savoir ce qui nous convient, avec quoi on peut fonctionner. Et puis, il peut arriver que la première ne soit pas la bonne. Moi, en 2012, j'étais rentrée, je me suis cassé la gueule. Mais pour autant, j'ai appris des choses. Il y a des choses que je ne refais pas aujourd'hui. Et aussi, quand on dit rentrer, même si burundais que vous êtes, rentrer en Afrique, ça ne veut pas forcément dire le Burundi. L'Afrique est vaste. Autorisez-vous à découvrir. Si vous êtes ingénieur dans un domaine qui n'existe même pas au Burundi, bah, allez ailleurs. L'idée, c'est de se vendre, en fait. Moi, je dis que je suis rentrée aujourd'hui au Burundi, mais j'ai aussi envie d'explorer l'Afrique, tout en ayant un pied-à-terre à la maison, donc chez moi, au Burundi. Donc, de la même façon que vous pensez que l'Occident, c'est un champ des possibles, dites-vous que l'Afrique, en commençant par le Burundi, c'est aussi un champ des possibles. Et donc voilà, en fait, c'est ça que je peux leur dire. En tout cas, merci beaucoup, Madame Marisa. Merci pour votre invitation et ça m'a fait plaisir. On espère en tout cas que si on vous invite la prochaine fois, vous serez des nôtres. Oh que oui. Parce que je pense qu'on n'a pas fini notre conversation. On n'a pas fini. Lovers of Palm Channel TV et de l'émission Kukai, nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que le message est bien passé. J'espère que tout ce qu'on vous a dit, tout ce que Madame Christella vous a dit a été d'une gentillesse. J'espère qu'elle n'a pas été trop rush. Je ne crois pas. Donc, nous vous remercions beaucoup de rester connectés avec nous, de nous suivre sur nos plateformes YouTube, forcément, Instagram, Facebook, Twitter. Restez avec nous et nous espérons que vous allez aimer cette émission qui sera parmi tant d'autres
espérons qu'on va peut-être migrer vers l'anglais aussi, si vous le demandez. Nous sommes très ravis d'avoir fait cette émission en français et je suis très ravie également d'avoir été avec vous. C'était Anaïs Mugisha, Sexy Love, pour vous et pour tout le monde. Je vous remercie. Peace and love.